pas possible. Et puis dans la rue, Jean-Jacques a vu un petit gosse qui s'appelait Bernard. Tu t'appelles comment, Bernard? Bienvenue sur Icônes et Silences, là où les mémoires blessées reprennent enfin la parole. Aujourd'hui, nous allons traverser le miroir pour découvrir le visage caché d'une femme que la France croit connaître par cœur. Observez-la bien lorsqu'elle monte sur scène aujourd'hui. À 83 ans, Chantal Goya danse encore. Elle chante avec une fougue inépuisable qui semble narguer le temps qui passe. Pour des générations entières, elle reste l'indétrônable Marie-Rose, cette figure maternelle et magique qui a peuplé nos rêves d'enfants dans un monde idéal. L'imaginaire collectif la voit vivre dans un conte de fées perpétuel. On l'imagine riche, entourée de souvenirs de châteaux en Touraine et protégée par le succès phénoménal de ses 40 millions de disques vendus. Cependant, derrière les projecteurs éblouissants et les costumes colorés se dissimule une vérité beaucoup plus sombre, une réalité économique et humaine brutale que le grand public ne soupçonnait pas. Il y a peu, cette légende vivante a choisi de briser l'armure pour confirmer une rumeur persistante et douloureuse. Non, la fortune immense n'est plus là. Avec une franchise bouleversante, elle a admis publiquement qu'elle ne possède aucune retraite et que si elle continue d'arpenter les routes et les scènes de France à son âge. Ce n'est pas uniquement par passion, mais parce qu'elle doit travailler pour survivre. Comment une telle idole, qui a généré des sommes colossales et rempli les plus grands stades, se retrouve-t-elle à devoir chanter pour son existence au crépuscule de sa vie, qui a profité de son innocence et de sa générosité? Est-ce la faute d'une gestion naïve ou celle d'un système impitoyable qui broie les artistes une fois les lumières éteintes? Pour saisir toute la complexité de cette tragédie moderne, il faut se rappeler qu'elle n'est pas née star. Elle est née combattante en Indochine, sous le véritable nom de Chantal de Guerre. Ce patronyme résonne comme un avertissement prophétique. Sa vie entière a été une lutte acharnée pour ne pas disparaître, notamment après l'humiliation publique d'une certaine émission de télévision en 1985 qui a failli la détruire à jamais. Mais avant d'analyser cette chute vertigineuse et la trahison médiatique, nous devons comprendre l'ascension, car dès le départ, dans l'ombre de son succès éclatant, une petite ligne s'écrivait déjà en filigrane, un détail fatidique dans son histoire qui allait dicter ce destin doux amer bien des années plus tard. Tout commence par une rencontre improbable, celle d'une jeune fille à la beauté moderne repérée par Jean-Luc Godard pour son film masculin féminin, et d'un poète visionnaire un peu fou, Jean-Jacques Debout. Si le cinéma lui ouvre les bras, c'est la musique qui va sceller son destin et transformer Chantal de Guerre en une entité presque surnaturelle. Dans une France des années 70 et 80, en quête de repères et de douceur, le couple va bâtir un empire de l'imaginaire qui n'avait aucun équivalent. Ce n'était pas simplement du succès, c'était un véritable raz-de-marée culturel, avec des titres comme Adieu les jolis foulards, Bécassine ou encore Ces guignols. Chantal Goya ne se contente pas de chanter, elle devient le membre indispensable de chaque famille française et elle est la grande sœur rassurante, la fée qui descend du ciel pour emmener les enfants loin de la grisaille du quotidien. Imaginez l'ampleur du phénomène. Elle est la première artiste à réserver le Palais des Congrès de Paris pour des durées inouïes, jouant à guichet fermé devant des milliers de spectateurs extatiques. Mois après mois, ces spectacles, tels que Le Soulier qui vole ou La Planète merveilleuse, ne sont pas de simples concerts. Ce sont des superproductions dignes de Broadway, des fresques vivantes où la magie opère à chaque seconde. À cette époque, Chantal Goya vend plus de disques que les plus grandes rockstars. Elle est partout, sur les couvertures de magazines, à la télévision, dans les cours de récréation. Elle incarne une forme de pureté intouchable. Une bulle d'oxygène dans une société en pleine mutation économique. Pour le public, elle est riche, puissante, invincible. On l'imagine vivant dans un luxe éternel, protégé par des montagnes de royalty. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette abondance que le piège se referme doucement. Chantal et Jean-Jacques sont des artistes, des rêveurs absolus.
Mais ce ne sont pas des gestionnaires, ils vivent comme des cigales, dépensant sans compter pour créer des décors toujours plus grandioses, pour acheter des propriétés historiques qu'ils veulent sauver par amour du patrimoine sans jamais penser au lendemain. Jean-Jacques Debout, ce génie mélodique capable d'écrire un tube en quelques minutes, est aussi un homme qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Et Chantal, par amour et par confiance aveugle, le suit dans cette valse vertigineuse. Le système, lui, se frotte les mains, les maisons de disques et les producteurs encaissent des profits astronomiques grâce à la machine Goya, laissant au couple la gloire, certes, mais aussi la charge écrasante des investissements et des risques. Ils pensaient que cette source ne se tarirait jamais, que l'amour du public suffirait à payer les factures éternellement. Ils ont construit un château de cartes magnifique, doré à leur fin, mais posé sur un sol instable, alors que les projecteurs l'aveuglaient d'amour. Chantal ne voyait pas que dans l'ombre. L'élite intellectuelle et médiatique commençait à grincer des dents, agacée par ce bonheur trop simple, trop coloré. Le succès démesuré attire toujours la jalousie, et sans le savoir, en voulant simplement donner du bonheur, elle était en train de devenir la cible idéale pour une industrie cynique qui attendait le moment propice pour frapper. Personne ne les a prévenus que la chute serait aussi brutale que l'ascension avait été fulgurante et que le prix à payer pour cette innocence serait une vie entière de labeur. Tandis que le public voyait en Chantal Goya une éternelle jeune fille insouciante, la réalité en coulisses devenait une prison dorée, de plus en plus étouffante. Il faut comprendre qu'à cette époque, être une star de l'envergure de Chantal, c'était être une industrie à part entière, mais une industrie où l'artiste est souvent le dernier servi. Les contrats de l'époque, souvent signés dans l'euphorie du succès ou sur un coin de table par confiance mal placée, étaient d'une brutalité inouïe. Chantal générait des milliards de centimes, faisant vivre des centaines de personnes, des musiciens aux techniciens, en passant par les distributeurs et les chaînes de télévision. Elle était la poule aux œufs d'or du show business français, mais une poule qu'on pressait sans relâche. Le système fiscal français, implacable avec les hauts revenus soudains, a commencé à creuser un gouffre sous leurs pieds. L'argent entrait à flot, certes, mais il ressortait aussitôt pour combler les dettes d'investissement hasardeux et pour payer un train de vie nécessaire au maintien de cette image de rêve. Mais la blessure la plus profonde n'était pas seulement financière, elle était morale. Il existait dans le Paris intellectuel et médiatique de ces années-là un snobisme féroce, une forme de mépris de classe déguisé en critique culturelle. Une certaine élite ne supportait pas qu'une femme chantant des ritournelles pour enfants puisse avoir plus de pouvoir et d'impact populaire qu'eux. On la traitait de niaise, on se moquait de son univers coloré en le qualifiant de bêtise culturelle, oubliant que derrière ces chansons se cachait le besoin vital d'évasion d'un public fatigué. Chantal sentait ses regards condescendants. Elle entendait les rires étouffés dans les cocktails mondains où elle n'était invitée que par curiosité. Comme une bête de foire, elle souriait, gardant la tête haute, mais à l'intérieur, la petite fille venue d'Indochine se sentait de plus en plus isolée, cernée par des loups déguisés en agneaux. Et puis, il y avait le poids du secret familial, ce fardeau qu'elle portait seule avec une dignité silencieuse. Son mari, Jean-Jacques Debout, l'homme de sa vie, son Pygmalion, était un génie absolu, mais comme beaucoup de génies, il était hanté par ses propres démons, la fragilité de Jean-Jacques. Ses périodes de doute abyssal et sa mélancolie chronique faisaient de Chantal bien plus qu'une épouse ou une muse. Elle devait être le pilier, le capitaine du navire dans la tempête, celle qui gère les crises, qui rassure les banquiers, qui cache les failles. Imaginez la pression sur les épaules de cette femme de voir monter sur scène chaque soir pour incarner la joie absolue devant des milliers d'enfants. Alors qu'en coulisses, elle devait gérer les créanciers et soutenir un mari à la dérive. Elle n'avait pas le droit à l'erreur, pas le droit à la fatigue et surtout pas le droit de briser l'illusion. C'est cette vulnérabilité cachée, ce mélange de succès populaire immense et de fragilité financière et personnelle qui a fait d'elle la cible parfaite,
Le monde des médias, sentant peut-être que le vent tournait ou cherchant simplement du sang neuf pour faire de l'audience, a commencé à aiguiser ses couteaux. Il ne voulait plus seulement se moquer, il voulait voir l'idole tomber de son piédestal. L'atmosphère devenait lourde, électrique, comme un ciel d'orage avant la foudre. Chantal ne le savait pas encore, mais le piège était déjà tendu et l'invitation qu'elle allait recevoir pour une certaine émission de télévision n'était pas un hommage, c'était une convocation pour une exécution publique. C'était un soir d'hiver, un vendredi 13 décembre 1985, une date maudite qui allait marquer le début d'une longue et froide traversée du désert. L'émission s'appelait « Le jeu de la vérité », un titre qui sonnait comme une promesse d'honnêteté, mais qui s'est révélé être un piège savamment orchestré. Chantal Goya y était invitée comme la vedette principale, s'attendant à une célébration festive de sa carrière auprès de son public familial. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée seule et sans défense sur le banc des accusés d'un tribunal médiatique impitoyable, diffusé en direct devant des millions de Français. L'ambiance n'était pas à la fête, mais au règlement de compte. Le coup de grâce est venu d'une intervention prétendument spontanée d'une institutrice dans le public qui a lancé une attaque virulente accusant l'artiste d'abêtir la jeunesse et de proposer un univers stupide. Ce n'était pas une question, c'était une exécution publique, sidérée, piégée sous les feux des projecteurs. Chantal a senti le sol se dérober sous ses pieds dans un réflexe de survie désespéré. Face à cette agressivité qu'elle ne comprenait pas, ce n'est pas la femme adulte qui a réagi, mais le personnage pour se protéger de la violence du réel. Elle s'est réfugiée dans la seule armure qu'elle connaissait, celle de Marie-Rose. Elle s'est mise à chanter, à interpeller un personnage imaginaire, tentant de noyer les attaques par l'absurde et la féerie. Ce que le public a perçu ce soir-là comme un pétage de plomb ou une arrogance déconnectée n'était en réalité que la panique pure d'une bête traquée. Mais la sentence du tribunal de l'opinion fut immédiate et sans appel. Dès le lendemain, la France entière se moquait. L'image de la fée bienveillante était brisée, remplacée par celle d'une folle ou d'une mégère. L'industrie, qui l'avait encensée tant qu'elle rapportait de l'argent, l'a lâchée avec une rapidité effrayante. Les téléphones, qui sonnaient sans interruption depuis 10 ans, se sont tus du jour au lendemain. Les projets de films furent annulés. Les portes des chaînes de télévision se fermèrent à double tour et pire encore, les salles de spectacle commencèrent à annuler les dates. C'est ici que le véritable drame se noue, bien au-delà de l'orgueil blessé. En la privant de scène, le système l'a privé de son unique source de revenus, alors même que les dettes colossales contractées pour ces spectacles pharaoniques continuaient de courir. Du statut d'icône nationale, elle est passée à celui de paria, laissée seule avec des créanciers aux abois et un mari dévasté. Elle pensait avoir touché le fond, mais il lui faudrait des décennies pour comprendre l'ampleur des dégâts et trouver la force de dire enfin ce qu'elle avait sur le cœur. Le silence allait durer 40 ans jusqu'à ce que, n'ayant plus rien à perdre, elle décide enfin de parler. C'est finalement à l'aube de ses 83 ans, alors que la plupart des gens aspirent à un repos mérité, que Chantal Goya a décidé de faire tomber le dernier masque. Il n'y a pas eu de grand procès, ni de conférence de presse vindicative. C'est avec une douceur désarmante, lors d'interviews récentes, qu'elle a prononcé ces mots qui ont glacé le sang de ceux qui l'imaginaient à l'abri du besoin. Elle a regardé la France dans les yeux pour dire une vérité crue, presque inconcevable pour une star de son rang. Elle n'a pas de retraite, rien, pas un centime mis de côté après 50 ans de carrière. Les châteaux ont été vendus, les meubles dispersés et les souvenirs de luxe ne sont plus que des images dans des albums photos poussiéreux. Elle a expliqué, sans chercher à s'apitoyer sur son sort, comment le système l'a broyée financièrement. Elle a raconté comment, pour sauver l'honneur et éponger les dettes colossales laissées par des productions trop ambitieuses et des redressements fiscaux impitoyables, elle a dû tout liquider. Ce n'est pas l'aveu d'une défaite, mais celui d'une survie. Elle a confessé que si elle continue aujourd'hui à enfiler ses chaussures vernies et sa robe de Marie-Rose, parcourant des kilomètres fatigants à travers le pays, ce n'est pas seulement pour l'amour du public, c'est une nécessité vitale. Si elle s'arrête,
Elle s'écroule. Il y a quelque chose de terriblement poignant à entendre cette icône admettre qu'elle est condamnée à chanter jusqu'à son dernier souffle pour payer ses factures, comme une ouvrière de la chanson qui ne peut jamais pointer sa carte de sortie. Mais le plus surprenant dans cette rupture du silence, c'est son attitude envers ceux qui ont précipité sa chute lorsqu'on évoque ce fameux soir de 1985 où les producteurs qui l'ont abandonné quand le vent a tourné, Chantal ne crie pas « vengeance ». Elle cite le nom de l'animateur ou des critiques de l'époque non pas avec haine, mais avec une lucidité effrayante. Elle leur a pardonné, dit-elle, car la rancune est un poison qui tue celui qui la porte. Cependant, elle n'oublie pas, elle rappelle simplement que ces hommes qui voulaient briser sa carrière pour faire de l'audience ont failli briser une vie en refusant de jouer le rôle de la victime éplorée. Elle reprend le pouvoir, elle montre que ceux qui ont tenté de l'humilier ont peut-être réussi à lui prendre son argent, mais ils n'ont jamais réussi à lui prendre sa dignité, ni l'amour indéfectible de ceux qui, aujourd'hui encore, remplissent les salles pour lui dire merci. L'histoire de Chantal Goya n'est pas seulement celle d'une chanteuse pour enfants qui a connu des hauts et des bas, c'est un miroir tendu à notre propre société de consommation. Une société qui adore fabriquer des idoles pour mieux les brûler sur la place publique dès qu'elles cessent d'être parfaites. Son parcours nous force à nous poser une question dérangeante sur la nature de notre relation avec les célébrités. Sommes-nous prêts à accepter que derrière le masque de la star, il y a un être humain qui vieillit, qui souffre et qui, parfois, doit lutter simplement pour remplir son frigo? Combien d'autres artistes, adulés hier, vivent aujourd'hui dans le silence d'une précarité invisible, trop fiers pour demander de l'aide, trop dignes pour montrer leurs blessures? Chantal Goya, avec son éternel sourire et sa volonté de faire, nous offre une leçon magistrale de résilience. Elle a refusé d'être une victime. Elle a refusé de laisser le cynisme de l'époque détruire l'enfant qui sommeillait en elle et en chacun de nous, en continuant de monter sur scène à 83 ans. Malgré les douleurs et malgré l'absence de fortune, elle ne fait pas que chanter des comptines. Elle pose un acte de résistance. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas aux chiffres sur un compte en banque, ni aux couvertures de magazines, mais à la capacité de rester debout quand tout le monde vous prédit à genoux. Aujourd'hui, lorsque les rideaux s'ouvrent et que la musique commence, les applaudissements qui retentissent dans la salle ont changé de nature. Ils ne saluent plus seulement Marie-Rose, le personnage de fiction, ils saluent Chantal de Guerre, la femme courageuse qui a traversé les tempêtes sans jamais lâcher la main de son public. Elle ne demande ni pitié, ni charité. Elle demande simplement le respect dû à ceux qui ont consacré leur vie à donner du bonheur, quel qu'en soit le prix personnel. Comme elle le dit si bien à travers ses actes, on peut tout lui prendre, sa fortune, sa jeunesse, ses châteaux, mais on ne lui prendra jamais sa liberté de chanter, et c'est peut-être là, dans cette obstination joyeuse à exister, que réside sa plus belle victoire.